Bienvenue sur Radio Taïwan International. Si vous nous rejoignez, ici Sasa pour vous présenter le décryptage, premier volet d'une série sur l'extraction du sable à Taïwan en compagnie du doctorant Grégoire Ramé. Grégoire Ramé est doctorant en géographie urbaine à Sciences Po Paris dans le laboratoire du CERI. Il s'intéresse aux conséquences du développement des villes sur les campagnes environnantes et sur les écosystèmes. Ce qui l'a conduit à se pencher sur cette matière première qui passe souvent inaperçue mais qui est indispensable aux villes modernes, le sable. Le sable et les granulats qui entrent dans la fabrication du béton. Grégoire Ramé avait fait un point sur l'avancement de ses recherches lors de la journée Jeunes chercheurs en juin dernier à l'Academia Sinica que RTI avait couverte. Aujourd'hui, il nous en parle en détail car c'est un vaste sujet. Il s'est notamment penché sur les régimes d'extraction qui caractérisent les relations entre les villes et les lieux qui les approvisionnent. Où est-ce que l'on extrait du sable? À quelle vitesse? Qui l'extrait? Qui détient le pouvoir dans la filière? Comment les entrepreneurs s'adaptent-ils au climat? Quelles sont leurs relations avec les milieux politiques? Qui tire profit et qui souffre de l'extraction de sable? Mais avant de parler de Taïwan, Grégoire Ramé fait le point sur la crise sédimentaire mondiale. On a des premiers lanceurs d'alarme qui commencent à évoquer le fait que la consommation de sable dans le monde, elle est en train d'exploser. Et en gros, on était passé de 24 gigatonnes c'est des milliards de tonnes. Donc 24 gigatonnes extraites en 2011 et on a 40 gigatonnes actuellement. Dans le cas taïwanais, en fait, par exemple, si on s'intéresse au sable, si on s'intéresse un peu à la matière et ce qu'on extrait, quand je dis sable, c'est granulat aussi. Taïwan extrait 70 à 80 millions de tonnes de sable par an pour sa construction. C'est 85-90% de ce qu'elle extrait en volume. Donc en fait, quand on parle de ces gigatonnes, c'est l'immense majorité de ce qu'on extrait dans le monde, c'est des granulats pour la construction, essentiellement. Récemment, avec cette explosion de la consommation, on a ces mêmes hydrologues, ces mêmes écologues qui commencent à lancer des signaux d'alerte en disant qu'on s'approche d'une crise sédimentaire globale. Le problème du sable, c'est que le fait qu'il soit un peu passé sous les radars par rapport à beaucoup d'autres matériaux, c'est que c'est pas vraiment un matériau critique. On parle pas de lithium, on parle pas de pierres précieuses, d'or, de choses comme ça. Et donc, par rapport à beaucoup d'autres matériaux, il passe un peu sous les radars parce que c'est un matériau banal en apparence. Quand on parle de crise sédimentaire globale, en fait, c'est pas de dire qu'on va manquer de sable à un moment donné, parce que de fait, les réserves sont quasiment inépuisables. Il y en a énormément. Le problème, c'est qu'en fait, ça vaut tellement peu qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un sable qui vaut cher parce que sinon toute l'activité économique, toute la construction de la ville s'effondre. Et donc, la moindre crise d'approvisionnement va créer des problèmes très complexes. Par exemple, Singapour a des problèmes à s'approvisionner en sable, de par leur situation géographique. Et donc, il y a tout un ensemble d'extractions illégales, d'explosion du prix, de corruption dans les milieux de la construction qui va se faire alors juste qu'on parle d'une petite augmentation du prix du sable. Pareil pour Taïwan qui importait une partie de son sable de la Chine, entre 10 et 20% selon les années. Et au moment où la Chine a mis un embargo sur l'importation de sable, en 2022 il me semble, pour protester contre la visite de Nancy Pelosi, ça a fait bondir les prix et donc il y a eu des gros problèmes d'approvisionnement. Un dernier exemple à ce niveau-là, qui est assez intéressant, c'est la Burj Khalifa par exemple, qui est la plus haute tour du monde, qui a été fabriquée entièrement en béton, enfin essentiellement. On est sur la péninsule arabique, donc c'est un désert. Techniquement, on pourrait se dire, donc ça c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle du sable, mais on pourrait se dire qu'il pourrait utiliser le sable du désert, mais impossible, parce que c'est un sable qui est marqué par une érosion éolienne, donc qui est rond, et qui n'est pas anguleux, et on veut un sable anguleux pour qu'il tienne, en fait, au moment où on coule le béton. Donc ils ont importé leur sable d'Australie, par bateau. Donc, c'est déjà loin, mais voilà, ça reste par bateau. Sauf qu'à un moment, ils ont eu un problème, une pénurie dans l'approvisionnement. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser le béton sécher. Donc il fallait continuer à tout prix la production. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont importé du sable d'Allemagne par avion. Et donc la Lufthansa s'en vante en disant sur leur site qu'ils ont importé du sable par avion dans des petits sacs de 20 kilos et qu'ils ont fait venir à tout prix. Donc voilà, en gros c'est une matière qui attire peu l'attention, mais quand on en manque, on ressent très rapidement le manque, puisqu'elle constitue vraiment la base de nos vies, quoi. Pour mémoire, la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine de l'époque, avait été critiquée par le gouvernement chinois qui avait alors décrété un embargo sur plusieurs matériaux stratégiques pour Taïwan, dont le sable.
Ainsi, on parle souvent des terres rares et du fait que si la Chine freine ses exportations, cela affecte l'économie d'autres pays. Mais le sable, lui, s'il n'est pas rare, est aussi un matériau incontournable pour l'économie. À l'époque, en 2022, le gouvernement taïwanais, pour faire face à cet embargo, avait alors souhaité extraire davantage de sable dans le nord-est de Taïwan, à Hualien, pour approvisionner Taipei. C'était le projet Dongsha Baiyun. Aujourd'hui, les importations de sable chinois ont repris de plus belle depuis la levée de l'embargo, le sable du voisin chinois étant moins cher. Bien sûr, cette extraction à grande échelle du sable à travers le monde n'est pas sans poser de problèmes pour les écosystèmes. Ça crée une dégradation des écosystèmes qui est assez bien documentée. Dans le delta du Mékong, par exemple, on a un affaissement du delta du Mékong lié à l'extraction. En Chine, le long du Yangtze, il y a beaucoup d'extraction qui est assez bien documentée. En Jamaïque, au Maroc. Mais en fait, au-delà des dégâts environnementaux qui sont très importants, on se rend compte en fait qu'il y a une myriade de problématiques qui sont liées à cette industrie. La question des mafias du sable, qu'on a en Inde par exemple, qui sont très puissantes. Mais par exemple, on a eu des grosses problématiques au Maroc de construction avec du sable de mer non lavé, et donc salé, avec donc des maisons qui s'effondrent, des bétons qui s'effondrent. C'est une question qui se pose à Taïwan aussi. Oui, j'ai entendu. À Taipei. Ah, à Taipei ? Oui. J'avais entendu parler sur l'île aux Orchidées, moi. D'accord. Ils avaient construit très rapidement dans les années 60. À Taipei aussi, il y a certains quartiers qui ont ça. Et donc, en fait, on voit qu'il y a la question des écosystèmes, mais il y a aussi la question de la corruption, de la mafia, la question des malfaçons, ce qu'on va appeler des coalitions de croissance, c'est-à-dire des alliances entre des grands cimentiers, des industriels du sable, des milieux de la construction, des milieux politiques. Donc on se rend compte qu'en fait que les problématiques qui entourent cette industrie, elles sont multiples en fait. Elles sont économiques, elles sont politiques, elles sont environnementales. Et toutes ces problématiques sont intriquées. Grégoire Ramé a cité par exemple le chercheur Ma Hongwen qui s'est penché sur les pics de consommation de sable à Taipei, des pics qui pourraient correspondre aux périodes de campagnes électorales lors desquelles les municipalités refont les parcs et les routes, même s'ils sont encore en très bon état, ce qui est une forme de clientélisme électoral. L'enjeu du sable est donc au cœur des liens entre politique, environnement, économie et société. C'est donc un champ de recherche passionnant dont on parle de plus en plus dans les médias, mais surtout en ce qui concerne les pays en voie de développement à forte croissance économique. Grégoire Ramé, lui, en s'intéressant à Taïwan, a voulu questionner la notion d'extractivisme ordinaire mise en lumière par le chercheur Nello Magalhães. Le problème de cette gloire, de cette approche médiatique, c'est qu'elle avait tendance à exoticiser la question du sable. Alors on est un peu exotique parce qu'en fait, on parle de ce qui est le plus sexy, on va parler des mafias du sable, on va parler des vols de sable au Maroc, mais en fait, on passe sous la table que ça reste une activité essentielle dans n'importe quel pays, même les pays développés, et que ça passe pas forcément par de la mafia, ça passe pas forcément par des grands dégâts environnementaux, des grands puits à ciel ouvert, etc. Mais il y a une forme d'extractivisme ordinaire qui se perpétue dans tous les pays en fait. En France, la notion d'extractivisme ordinaire, elle vient d'un chercheur français qui montre que même en France, ok, on n'a pas ces grandes mafias, on n'a pas ces grands problèmes-là, mais l'extraction de sable, elle est très importante et elle structure complètement... on retrouve les mêmes problématiques à des degrés divers. Et donc moi, dans le cas de Taïwan, je voulais un peu sortir des cas extraordinaires qu'on a, des pays comme Singapour, Hong Kong, qui ont des situations géographiques assez particulières et donc des approvisionnements assez particuliers, ou la Chine, qui est très connue parce que c'est vraiment une explosion urbaine. Je voulais m'intéresser à Taïwan parce que je me suis dit, Taïwan, c'est le cas d'un ralentissement de la consommation. La population, elle tend à se stabiliser. Mais c'est pas un ralentissement de l'immobilier à Taïwan. Oui, justement. C'est un peu la question. C'est de dire, dans un cas de... On parle de villes matures, c'est-à-dire de villes dont la population ralentit. Donc, en théorie, l'activité devrait se ralentir. Et l'idée, c'est de s'intéresser à la consommation pour dire l'après, donc après l'explosion urbaine, les explosions urbaines qui sont assez bien documentées, comment est-ce que cette extraction se comporte ? Est-ce que c'est juste un facteur de la population ? Et donc, quand la population stabilise, l'extraction se stabilise ? Ou en fait, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qu'on n'a pas pris en compte, comme l'entretien des infrastructures, des projets immobiliers, parce qu'en fait, il y a toute une industrie immobilière qui a besoin de faire de l'argent et qui se moque un peu parfois de la demande, en fait, qui veut continuer de produire quoi qu'il arrive. C'est la spéculation. Des cas de spéculation immobilière, que j'ai pas encore bien documenté à Taïwan, donc je pourrais pas vraiment en parler, mais on appelle ça des coalitions de croissance. C'est Edward Moloch qui montre qu'il y a cette alliance, en fait, entre des milieux politiques et des milieux de la construction.
et des milieux financiers pour continuer en fait à dégager du business à travers cette construction en fait. Et donc le cas Taïwan est assez intéressant parce que c'est un cas, justement je parlais d'exotisme, etc., c'est un cas neutre. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques problèmes de vol de sable par la Chine. En gros, la Chine envoyait des dragueuses en secret pour aller voler du sable sur les îles de Kinmen notamment, ou Amatsu, il me semble, pour construire des îlots dans la mer de Chine. Moi, je m'intéresse vraiment sur l'extraction du quotidien, qui fait pas forcément de vagues, qui fait pas forcément de scandales, et voir comment elle se comporte et comment elle se maintient. D'après Grégoire Ramé, Taïwan extrait en moyenne entre 3,5 et 4,5 tonnes de sable par habitant et par an, principalement pour le béton et le bitume. Taïwan extrait 80 millions de tonnes tous les ans sur son propre territoire, auquel il faut ajouter une vingtaine de millions de tonnes importées annuellement de Chine principalement, qui produit à faible coût, ce qui peut créer une forme de dépendance, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. La grande particularité de Taïwan, donc quand je suis arrivé, c'est que il y a eu cet embargo qui fait craindre de ne pas pouvoir s'appuyer sur les importations étrangères. Donc il y a une volonté du gouvernement taïwanais de limiter cette dépendance aux importations étrangères. Le problème, c'est qu'à consommation égale, ça suppose d'augmenter l'extraction locale. Et il y a un deuxième mouvement de contestation locale de ces grandes mines. Donc j'ai commencé en parlant de cette mine de Asia Cement vers Hualien, une manifestation des aborigènes Taroko à Taipei en octobre 2021, qui a eu une importante contestation parce qu'il y a eu des malversations dans l'attribution des terres, et donc on a eu beaucoup d'associations environnementales qui se sont opposées à ce projet-là. Et donc en fait on a cette double tension, donc extérieure avec une volonté de réduction des importations, et intérieure avec une montée en puissance des associations environnementales qui contestent en fait le business as usual et l'extraction à grande échelle comme on l'avait aujourd'hui. Et donc en fait on voit que des projets comme celui que j'évoquais, là, le Dongsha Baeun, le transport du sable de l'est vers le nord, où on dit qu'on va doubler la production parce qu'il ne faut pas importer de sable de l'étranger, bah, ça ne plaît pas à tout le monde, parce que les gens disent est-ce qu'on a vraiment envie de ça, quoi. Et donc il y a un peu un problème où le gouvernement se retrouve à arbitrer entre ces deux décisions. Une troisième qui pourrait être de réduire la consommation, j'ai pas l'impression qu'elle soit en vue. Il y a des volontés quand même de sobriété, de réduire, de réutiliser en partie des bétons, mais dans l'ensemble, ça va pas être très marqué. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que le gouvernement va devoir arbitrer entre est-ce qu'on creuse plus chez nous, mais donc on va peut-être devoir gérer un mécontentement, affronter l'opposition d'associations environnementales. Au contraire, est-ce qu'on externalise les problématiques liées à l'extraction dans d'autres pays en continuant d'importer du sable chinois ? Et aujourd'hui, ils essayent un petit peu d'administrer entre les deux. Il n'y a pas un cap très clair. Typiquement, en 2022, le cap était un peu plus clair. Ils ont monté ce projet, on a vu l'embargo. Mais dès qu'ils ont pu réimporter du sable chinois à bas prix, ils l'ont fait. Et donc, moi, ma thèse... Donc, comme je disais, moi, je fais de la géographie urbaine, donc je m'intéressais à la construction des villes. Et donc, je suis parti de deux villes, Taipei dans le nord et Kaohsiung dans le sud. Et l'idée, c'était de remonter la filière, partir de l'extraction, et ensuite de faire quelque chose qu'on appelle la méthode Follow the Thing, où en fait on va suivre la matière de son extraction jusqu'à sa consommation, en voyant quels sont les acteurs, qui a le pouvoir, à quelle étape, quelles sont les étapes industrielles, qui tire quelle plus-value à différentes étapes, et donc en gros suivre le matériau jusqu'à la ville. Pour ses recherches, Grégoire Ramé a opté pour un croisement des approches anthropologiques et quantitatives en suivant la filière de bout en bout à partir de deux terrains, l'un à Hualien dans le nord-est, l'autre le long de la rivière Gaoping dans le sud de Taïwan. Il débute sa 3e année de thèse et espère revenir à Taïwan en 2026 pour poursuivre son terrain. La semaine prochaine, nous poursuivons l'entretien avec lui. Il nous parlera des premiers résultats de ses recherches sur ces deux terrains. Et dans une 3e partie, il évoquera l'exception géologique taïwanaise, mise en avant non seulement par les carriers, mais aussi par l'administration. Les rivières taïwanaises sont-elles si exceptionnelles que cela justifie l'extraction du sable dans leur lit ? La réponse est complexe, alors soyez au rendez-vous pour les prochains épisodes. En attendant, si vous souhaitez creuser les problématiques autour du sable et du béton, vous trouverez quelques liens sur la page de ce décryptage. C'était ça pour RTI, restez avec nous pour la suite de nos programmes.
我走到无路，不知要去倒位，人我哩一个通手铁饼的城市。我走啊走啊走啊走，到用要喘气，也看无咱的未来到底是伫倒位。都市计划经济爱发展，你甲规矩甲恁爸讲你要去插地皮，老啊厝一栋栋我拢买袂起，但是你煞去伫阮阿公所留来的土地。啊哈，啦啦啦，这是食人食天食山食海的城市。啊哈。啦，请问各位的人类，你的灵魂伫倒位？啊哈，啦啦啦，甲树我拢做掉，古厝拢拆掉。你讲要做地毯，暂时来去公园绿地。后再起甲满满是用产能来生，土地甲当作商品来卖。咱的新故乡做伙来建设，这款社会你嘛讲会出嘴，基本恁老爸。啊，莫搁讲遮济，啥物为经济，拢是有钱有权势咧悬赏。